Bonjour à toutes et à tous, du coup. Ça tombe bien qu'il table bien parce que j'avais une question un peu globale pour tout le monde. Je voulais savoir si, dans le cadre de vos travaux, recherches, etc., vous aviez aussi réfléchi à l'impact des modèles IA, etc., que vous utilisez eux-mêmes sur l'environnement, donc la consommation que tout cela générait, quel choix faire en fonction d'un modèle IA à un autre, enfin, toutes ces choses-là, où est-ce que les données sont stockées, comment réfléchir à ça. Je sais que c'est du coup un sujet qui sort vraiment de vos thématiques, mais je voulais savoir si c'était un sujet qui venait des fois dans vos recherches. Alors j'en profite avant pour, c'est pas l'objet de la journée, mais si vous voulez qu'il y ait une journée sur ce sujet, si vous avez quelque chose à présenter, mettez-le dans la feuille d'évaluation qu'on vous a distribuée. S'il y en a qui ne restent pas au buffet, s'il vous plaît, rendez à Inès là, vos feuilles d'évaluation avant de partir. Merci. C'est à vous. Si vous avez une Après, idée c'est pas le sur sujet, on peut l'organisation. skip, en parler une prochaine fois. Oui, alors. C'est bon. Ok, il faut parler de celui après. Ok. Du coup, oui, c'est vrai que quand on fait de l'IA, on a toujours cette réflexion de conscience écologique qui vient, qui vient un peu chambouler, surtout quand on fait, comme moi je fais, j'essaye de regarder les zones de chaleur urbain. Du coup, c'est un peu lié. Changement climatique, écologie, tout ça, et c'est vrai que dans un premier temps, on se dit, si on peut créer un petit modèle de notre côté, essayer de ne pas utiliser les LLM, parce que les LLM, c'est des gros modèles qui coûtent énormément et qui consomment des bases de données excessives, et que si on peut essayer de faire un petit modèle pour des tâches un peu plus précises, mais qui arrivent quand même à faire avoir des bons résultats, c'est vrai que moi, j'essaye d'être plus axé là-dedans. Après, c'est un compromis à avoir entre les résultats qu'on a et ce qu'on veut vraiment prédire avec la précision qu'on veut, quoi. Donc ouais, c'est un peu un enjeu pour l'avenir. Oui, dans notre cas aussi, alors le projet Releo, c'est aussi un modèle de fondation, donc il va être très très coûteux à entraîner. Voilà, avec toutes les données multimodales, tout ce à quoi on pense. On a aussi cette problématique donc avec le choix d'encodage de séquences pixel par pixel, d'associer à chaque pixel une description très précise. En fait, ça fait exploser nos volumes de données. Donc ça, c'est une problématique qui est étudiée plus sur le plan, enfin qui sera étudiée plutôt sur le plan technique, c'est-à-dire comment faire pour toutes les parties descriptives qui sont répétées pixel par pixel, comment faire pour en fait essayer d'avoir une espèce de pointeur qui fait qu'il n'y a pas besoin de répéter cette donnée autant. Donc voilà, on peut essayer de voir un petit peu des réflexions sur ce sujet. Et sinon, pour ce qui est donc plus personnellement dans le développement au jour le jour à la recherche d'un modèle qui fonctionne, on est un peu obligé aussi de lancer plusieurs entraînements. Et donc l'idée, ça va être de créer des jeux de données plus petits avec un peu des tâches simplifiées pour essayer de lancer plusieurs entraînements, mais qui sont en fait très légers puisqu'on a quelque chose de tout petit en termes de nombre de paramètres ou de nombre de données à itérer. Voilà, et progressivement augmenter la complexité, mais partir de quelque chose de plus frugal. Voilà. Mais c'est sûr que ce sera très coûteux à terme. J'en profite pour dire qu'on a une chargée de transition environnementale, qu'elle a réalisé des quiz. Il y a déjà eu un quiz, il y en a un deuxième. Il devrait y en avoir un troisième à l'automne sur l'IA et l'IA et limites planétaires, on va appeler ça. Donc, si vous voulez avoir les quiz et répondre, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, la chargée, elle s'appelle Angèle Mouinier et elle est à l'observatoire à l'UAR comme moi. Est-ce qu'il y en avait un autre qui voulait Sinon, s'il y a une autre question. Juste pour continuer sur cette question un peu du coût de calcul vis-à-vis de coût de calcul face au climat. En fait, je parle aussi un peu plus globalement au-delà de l'IA, parce que moi, comme Erwan, on est à Météo France, et en fait, cette question-là, ça se pose depuis des décennies à Météo, parce que on a des modèles qui se complexifient, qui sont de plus en plus longs à tourner.
Et en fait, on est obligé un petit peu de le faire pour la protection simplement des personnes et des biens. Et en fait, c'est vraiment des questions qu'on continue à se poser. On n'a pas toujours vraiment des réponses, de toute façon, parce que en fait, même simplement améliorer le modèle, ça signifie faire tourner et tourner et tourner des modèles qui, en réalité, oui, ont un vrai impact. Et en fait, on n'a pas vraiment de réponse, mais on a conscience aussi que à un moment, on doit aussi le faire si on veut simplement même juste, je dirais, sensibiliser à cet enjeu. Surtout, je pense que dans le domaine de lié IA et environnement, comme on le fait ici, certes, c'est pas la meilleure chose, mais en fait, c'est tout ce qu'on fait en informatique. De toute façon, c'est pas la meilleure chose pour le climat. Et au moins, ce qu'on fait, on a au moins une conscience un peu du climat et ça permet aussi un petit peu de sensibiliser parmi tous ces projets un petit peu à cette problématique. Voilà, je dirais. Juste un tout petit commentaire, une petite pub. Si vous avez jamais fait, si vous utilisez couramment des LLM, il y a un site gouvernemental qui s'appelle Comparia et vous pouvez lui poser une question à 2 IA différentes et il vous donne des réponses. Vous pouvez dire si vous êtes d'accord ou pas. Et à la fin, il vous dit combien vous avez consommé une question. Et c'est assez effrayant. Donc allez-y pour voir, mais n'en abusez pas. Et juste sur le même sujet, il y a des ordres de grandeur qui existent sur Internet sur le temps de calcul GPU sur les serveurs. Enfin, c'est des trucs à des ordres de grandeur, donc c'est pas très précis. Mais si vous retenez tous vos temps de calcul de vos différents modèles pendant vos thèses ou pendant vos stages, à la fin, vous faites juste temps de calcul fois le coefficient et vous avez une estimation, un ordre de grandeur en tout cas, des émissions de CO2 qui ont été produites. Donc, ça peut être intéressant de rajouter ça dans ces différents rapports de stage / autres. On reste sur ce sujet un peu, mais... Du coup, je fais très rapide juste sur cette question de calculateur. Il y a un calculateur en ligne qui s'appelle Green Algorithms, qui est pas mal. Justement, il y a toute une méthodologie derrière qui est publiée et tout ça, où il te permet de mettre quel type de matériel tu utilises, donc GPU, CPU, combien de VRAM et tout ça. Et en fait, on voit qu'aussi un gros facteur, c'est le mix électrique du pays dans lequel le serveur est. Donc typiquement, voilà, si on peut éviter de faire tourner des serveurs aux États-Unis, par exemple, tous les faire tourner en France ou même encore mieux en Norvège, en Suisse, dans des pays comme ça peut beaucoup diminuer. Et aussi, deuxième ref, c'est une question qui est super intéressante. Et sur ces idées-là, il y a un concept qui s'appelle l'IA frugale, qui est pas très connu, mais en France, on est un peu précurseur, même s'il y a très très peu de vues sur YouTube et tout ça sur les conférences. Mais si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir. Voilà, le terme c'est IA frugale. Merci. Effectivement, comme a évoqué Étienne, c'est un sujet qui mérite une discussion un peu plus longue, peut-être. Juste 2 secondes pour vous dire qu'il y a aussi, puisqu'on est dans les ressources, il y a aussi un site qui s'appelle caféia.org. Et il y a tout un tas de références sur combien coûte l'IA suivant ce que vous faites. C'est ça qu'on veut utiliser là-dedans. Pour d'ailleurs, ce site de REFCA est un site interministériel. Si vous vous demandez qui est derrière, c'est tout un tas d'administrations. Il propose un package pour organiser un café sur l'IA. Et c'est ça qu'on pense faire à l'automne avec le quiz qui serait développé. Donc, si on se baladerait de labo en labo, c'est une idée. S'il y a des volontaires pour nous aider, il y en a déjà eu un donc au CESBio. L'idée, c'est de répliquer un peu ce qui avait eu lieu au CESBio. Donc, s'il y a des volontaires, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bon, j'ajouterais juste que si vous utilisez les HPC locales, surtout Calmip, pour vos ressources computationnelles, vous pouvez demander un bilan énergétique de vos calculs. Et de le bilan des années précédentes, c'est pas l'IA qui consomme le plus en Calmip, je peux vous dire. Une question autre, j'en ai une, mais pas fait. Ouais, pour ouvrir sur notre sujet, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de présentations qui utilisent des modèles d'IA qui sont entre guillemets déterministes encore. Donc la question que je dois voir, c'est est-ce que vous avez des idées ou qu'est-ce que vous pensez même dans la salle des modèles qui sont plus déterministes, c'est-à-dire qui sont après sur du stochastique ou sur de la génération pure entre guillemets. Enfin, du coup, on perd la notion d'explicabilité, même si c'est déjà dur d'expliquer ce qui se passe dans un unit, mais
on perd vraiment cette notion à la fin. Est-ce que vous avez des idées sur ça, des pensées et voilà, on peut parler de ça si vous voulez. Surtout avec l'arrivée de modèles de diffusion qui a été mentionné quelquefois, on rentre effectivement dans un monde probabiliste, mais on était déjà un peu dans un monde probabiliste avec des modèles numériques classiques. Peut-être si tu peux nous dire un mot sur ça. Alors, j'avoue qu'en fait, sur la dimension IA du probabiliste, en fait, si c'est par rapport à ma présentation, la prévision probabiliste météo n'a, je pense, rien à voir parce qu'en fait, il y a vraiment une explicabilité de comment on a la probabilité et voilà. Donc, je pense pas être la plus pertinente là-dessus en termes de IA probabiliste. Ouais. Je pense que j'ai pas bien compris ta question de base, c'est-à-dire comment. Oui. Parce que Qui n'est même plus déterministe au sens où on peut pas faire un calcul pour retrouver la sortie. On peut juste estimer différentes sorties générées en disant, bah voilà la certitude sur une sortie en faisant 10 et voilà. Alors, sur le côté boîte noire par rapport à déterministe, je suis pas sûr que on soit sur une boîte noire plus noire ou enfin que ce soit encore plus difficile vraiment à suivre. De toute façon, le parcours des données dans la zone neurone est vraiment au-delà de notre entendement. Après, pour ce qui est de la probabilité et cet aspect génératif aléatoire, en fait, voilà, on va avoir des termes qui vont essayer de contraindre notre espace latent, parce que donc, en tout cas dans mon cas, c'est dans l'espace latent qu'on a cet ajout de stochasticité, de contraindre cet espace latent à ressembler à une distribution qu'on connaît, qu'on choisit. Donc, très généralement, ça va être les distributions gaussiennes, c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, donc après, on peut surveiller en fait la valeur des variables latentes, donc essayer de voir si effectivement on se retrouve avec une gaussienne centrée réduite ou alors pas du tout, mais tout ça, ça reste des paramètres latents qui du coup ne sont pas comparables directement aux valeurs physiques qu'on a en sortie. Donc, en fait, ça reste des distributions dans un domaine, dans un espace boîte noire, si on veut. Donc après, enfin, ok. Ok. Je pense que c'est plus proche, que c'est un comportement en fait plus naturel par rapport à des modèles déterministes, dans le sens où je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des phénomènes physiques qui ne soient pas à un moment liés à une certaine, un certain aléatoire. Donc finalement, on a des modèles qui auront toujours cette erreur qui appartient à cet aléatoire, et donc avoir un modèle qui permet aussi de dans son comportement, exploiter un peu de différentes distributions, même si elles sont toujours pas les distributions réelles, je pense que ça fait sens. Voilà. Si je peux pas faire le lien avec les prévisions, l'évaluation de ce genre de modèles probabilistes s'est fait beaucoup sur leurs extrêmes parce qu'on connaît les distributions surtout en prévision météo, les événements rares qu'on a dans les données historiques. Et certains modèles de diffusion de prévision météo qui sont récemment estiment mieux ces événements rares que les modèles numériques. Mais je pense que l'évaluation de ce genre de nouveaux modèles, à part le côté interprétabilité, va rester similaire à ce qu'on fait déjà avec des ensembles de modèles physiques. Ben justement, en fait, précisément, alors c'est quelqu'un dans mon équipe qui a terminé sa thèse sur en fait avec des modèles. Je crois que c'est un modèle c'est avec un GAN, je crois. Mais donc en tout cas avec et il tente aussi de le faire avec de la diffusion. Donc en tout cas avec des modèles probabilistes, un peu enrichir la prévision d'ensemble physique
en météo, avec en fait des membres qui soient générés par IA, et ce qui permet en fait justement l'idée c'est d'enrichir pour en fait que tu représentes mieux la distribution, et notamment voir un peu mieux les extrêmes. Donc sur ce côté-là, je pense probabilité pour, partir de la probabilité pour revenir sur la probabilité, en tout cas, même si en fait c'est cohérent en termes d'idées, de philosophie et d'architecture de faire ça, quoi. C'est Clément Brochet. Voilà. On a le temps pour peut-être une autre question un peu ouverte. Moi, j'en ai eu une sur le lien entre le physique et vos modèles IA, certaines qui le nécessitent plus que d'autres. À quel point est-ce que vous pouvez influencer vos modèles machine learning par des biais physiques, et à quel point est-ce que le résultat final peut avoir un sens logique physique, et à quel point c'est nécessaire, à quel point c'est important que l'intérieur d'un modèle machine learning respecte des contraintes physiques. Pour ma part, ouais, il faut juste parler très proche. Ouais, pour ma part, en fait, je mets pas directement de contraintes physiques dans le modèle. C'est vraiment en fait sur le choix des variables après qui fait que on va apporter cette cohérence. Donc, je disais, j'avais l'oppositable, donc l'humidité et le vent, et après en fait finalement c'est en fonction de comment ces circulations sont faites, à respecter des équations physiques, et derrière finalement c'est un peu de manière indirecte, en incluant plusieurs variables, on va mettre cette cohérence physique là. Après pour ma part, voilà, c'est juste finalement les cartes calculatrices, ça se réduit surtout, grosso modo à des moyennes en fait, donc il n'y a pas directement d'équation en plus physique quoi. Ouais, alors dans notre cas, donc là, ce sera plutôt sur le projet Reléo que vraiment sur mon sujet plus particulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion d'employer des modèles physiques pour contraindre les sorties du réseau de neurones à avoir une cohérence en fait avec ces valeurs physiques. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite si une valeur est aberrante, et l'entraînement très vite va converger vers des ranges de valeurs, des échelles de valeurs qui sont cohérentes avec la physique qu'on connaît. Alors, de mon point de vue, c'est important que ce soit contraint par des modèles physiques. C'est vrai que par exemple à mon niveau, on n'y est pas encore. Donc notre contrainte, ce sera, il faut que nos reconstructions soient proches des reconstructions d'entrée. Donc finalement, des réflectances vers des réflectances, mais on n'a pas